Toujours pour ce cours donc de stabilité génie civil, vous avez ici la vidéo concernant le chapitre 2, donc dans l'entièreté des 8 chapitres que compose donc ce livre et ce manuel théorique. Nous sommes ici au deuxième concernant les notions mathématiques. Donc ce que je vais vraiment essayer de voir ici avec vous, c'est vraiment le rappel de l'entièreté des notions mathématiques que vous aurez besoin pour la résolution d'exercices concernant le manuel d'exercice. Donc là ici on va commencer en premier lieu par le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, vous retrouvez cela via les triangles donc rectangles. Vous avez les trois côtés A, B, C qui peuvent avoir d'autres dénominations mais que moi j'ai choisi d'appeler A, B, C. Donc on le voit ici en fait, vous retrouvez les deux côtés qui sont de part et d'autre de l'angle droit à 90 degrés qui concerne le côté A et le côté B. Et vous avez le troisième côté qui porte la lettre C, qui est le seul des trois côtés qui est oblique, et qui porte le nom de l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse est le seul côté oblique du triangle rectangle, et c'est celui qui se situe à chaque fois en face de l'angle droit. Donc si je prends ici par rapport au schéma de gauche la lettre C, c'est la lettre correspondant au côté oblique, et ça se situe en face de notre angle ici, qui est l'angle à 90 degrés. Et Pythagore, qu'a-t-il dit? En fait, Pythagore nous a dit que si on prend la surface créée au départ des deux côtés de l'angle droit, qui sont les surfaces créées au départ du côté A, donc cette première surface, si on prend la deuxième surface créée au départ du côté B, celle-ci, quand on additionne ces deux surfaces, on arrive à la même surface en termes de valeur que la surface créée au départ du côté C, celle-ci. Donc on voit que la surface de 25 cm², si notre côté B fait 5 cm, plus la surface créée au départ de notre côté A, qui fait 8 cm, donc sa surface qui fait 64 cm², donc l'addition des deux surfaces nous donnerait l'équivalence de la surface créée uniquement au départ du côté oblique, C, l'hypoténuse, qui vaudrait 89 cm². Donc ça veut dire qu'au départ de deux des trois grandeurs ABC, on peut trouver la troisième. Donc je prends ici l'exemple à droite du même triangle ABC, et on voit que si on connaît par exemple, j'invente le côté A et le côté C, l'hypoténuse C, et que l'on cherche le côté B, il suffit d'appliquer la troisième formule qui dit que B égale C carré moins A au carré. Je retranscris ça sur le schéma de gauche et je me dis que pour connaître le côté B, si je veux connaître, j'invente la surface, et puis après je ferai la racine carrée pour connaître le côté. Si je veux connaître la surface ici, je dois faire la surface de 89 cm² créée au départ du côté C, moins la surface créée au départ du côté A, et ça me donnera la surface créée au départ du côté B. Si je connais la surface créée au départ du côté B, je n'ai plus qu'à en faire la racine carrée pour connaître uniquement la longueur du côté B. Donc vous voyez qu'il y a toujours moyen de s'y retrouver en fonction du schéma que l'on a en tête ici face à vous. Le but, et ça c'est vraiment essentiel de le retenir, pour les notions mathématiques, il ne faut pas s'amuser à retenir les éléments par cœur, il faut essayer de les comprendre avant de les retenir. Parce que quand vous comprenez une formule, vous comprenez le schéma et vous avez toujours en tête l'utilisation du schéma lorsque vous aurez à utiliser ces formules. Deuxième théorème que nous allons voir, c'est le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès est un théorème de proportionnalité dans les triangles rectangles. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'en fait, vous avez un angle alpha qui est commun aux deux triangles, comme ceci, et le deuxième, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à cela? On peut se dire que si ces deux triangles démarrent d'un même angle alpha, ça veut dire qu'ils pourraient avoir cette notion de proportionnalité sur leur longueur. Donc je m'entends en disant que la longueur A est une proportion de la longueur entière B, et ça devrait être l'équivalence par rapport à C, qui serait une longueur proportionnelle à la longueur totale D. Et ça, Thalès a réussi à le montrer en disant que
s'il y a une notion de proportionnalité, ça veut dire qu'il y a une notion de rapport de longueur. Et ce rapport de longueur, nous, on va le matérialiser par une division. En disant que A sur C, c'est la même chose que le grand triangle en longueur équivalente B sur D. Et au départ de cette division, vous allez pouvoir trouver l'entièreté des longueurs voulues, puisqu'il suffit de transformer la formule au-dessus. Je prends un exemple. J'ai deux triangles A et B, toujours, je dis bien et je le répète, créés au départ d'un même angle alpha. Si je connais A, je connais B, je connais C, et je cherche la longueur oblique du triangle B, qui s'appellerait la longueur D. Ben, j'ai plus qu'à mettre ça sous forme de tableau, en disant donc toujours la formule le côté A sur le côté oblique C, dans le triangle A, c'est la même chose que le côté B sur le côté oblique D dans le triangle B. Je mets ça ici dans ma formule comme ceci. Je remplace mes valeurs ici dans le tableau et je vais aller chercher la valeur de D. J'écris A sur B égale C sur D et j'ai plus qu'à transformer la formule pour connaître ma lettre D. Donc on voit vraiment ici que Thalès amène cette notion de proportionnalité dans les grandeurs. Ensuite, les droits de remarquables, donc ça c'est essentiel à bien comprendre et à bien retenir, du moins celle qu'on utilisera le plus c'est celle-ci, c'est la hauteur. Alors comme vous le voyez, vous avez trois triangles différents, donc on a un premier sommet A qui est à gauche du coin C, le sommet A qui est à droite du coin B, et enfin le sommet A qui se situe entre C et B. Ben, peu importe où se situe le sommet A, la hauteur restera toujours la même grandeur. C'est-à-dire qu'on part à chaque fois de la perpendiculaire au côté BC qui vient toucher le point A. On prolonge B, perpendiculaire et on vient toucher A. Même chose ici pour le troisième. C'est chaque fois la même chose. Okay? Cette hauteur sera nécessaire lors de calcul de surface des triangles. Deuxième droit de remarquable d'un triangle, on le voit ici, c'est la médiatrice. Alors la médiatrice amène à chaque fois vis-à-vis de leurs trois intersections un point O qui est le centre du cercle qui va engluer, donc vraiment à l'intérieur de lui-même, votre triangle ABC. Comment est-ce qu'on construit cette médiatrice? Vous partez de votre pointe sèche sur un des deux côtés, sur un des deux coins du côté, que ce soit A ou B, peu importe. Vous tracez avec votre compas un aire de cercle qui est plus grand que la moitié de la longueur AB. Vous faites la même chose au départ du point B et vous tracez simplement la droite qui relie les deux intersections des arcs de cercle. Et ça, ce sera la médiatrice de votre côté AB. Ensuite, les volumes élémentaires, donc ça c'est vraiment les volumes classiques que vous rencontrerez de base. Quand vous calculerez les volumes dans les murs de soutènement, je vous ai redonné le volume parallélépipédique, donc du cube et du parallélépipède rectangle. Donc ça veut dire que quand on parle de volume parallélépipédique, ça veut dire qu'ils sont constitués de lignes parallèles les unes entre elles, donc pour le cube et le parallélépipède rectangle. Et on voit que pour le cube, c'est une troisième dimension du côté, donc on fait A fois A fois A, c'est la longueur d'un côté au cube. Pour notre parallélépipède rectangle, on est toujours en trois dimensions, donc on calcule d'abord une surface qui est A fois B, et on extrude cette surface sur une certaine hauteur h, donc on a A fois B fois h. Si on souhaite connaître la diagonale maintenant du cube ou du parallélépipède rectangle, vous retrouvez ici et ici la formule pour calculer à chaque fois la diagonale. On parlera de prisme lorsque ce sont des volumes comme vous le voyez ici qui sont constitués de sections régulières et de longueur égale. Après, vous n'avez plus que l'extrudation de la longueur L par rapport à votre surface pour l'entièreté de vos prismes. Donc c'est chaque fois la formule, c'est l'aire de la section, que ce soit pour le triangle,
que ce soit pour l'hexagone, que ce soit même pour le cercle, et puis après vous extrudez la longueur L sur une certaine longueur équivalente à ce que vous voulez. Ça c'est chaque fois les valeurs des volumes entiers. La partie pour moi la plus importante de ce chapitre, est vraiment la partie essentielle que vous devez absolument retenir pour pouvoir utiliser ces formules les yeux fermés, ça concerne la trigonométrie dans un triangle rectangle. Alors je vous ai mis ici un premier schéma à droite qui est composé donc de l'hypoténuse qui porte ici la lettre R, un des côtés appartenant à l'angle droit qui est X et l'autre qui porte la lettre Y. Et vous avez un angle que j'ai mis au hasard, avec la lettre au hasard, qui porte la valeur θ. Alors ça vous montre les trois fonctions trigonométriques sinus, cosinus et tangente qui sont définies par les formules que vous retrouvez dans l'encadré à gauche, en disant que le cosinus de cet angle, la fonction trigonométrique cosinus, c'est le rapport, la division entre le côté adjacent à cet angle par rapport à l'hypoténuse. Le sinus de cet angle, c'est le côté opposé, donc en face de l'angle θ, donc Y, sur l'hypoténuse R. Et enfin, la tangente de cet angle, c'est ce côté adjacent X de cet angle et le côté en face, le côté opposé à cet angle Y. Donc on voit vraiment qu'on a à chaque fois pour cette tangente cette notion où l'hypoténuse n'intervient plus. Donc la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors après, il y a une formule mémotechnique qui a été élaborée pour pouvoir connaître et maîtriser ces fonctions trigonométriques. Mais pour le sinus, il suffit de retenir SO, S-O-H, en disant que le sinus, c'est le côté opposé sur H, l'hypoténuse. Pour le cosinus, il suffirait d'utiliser le moyen mémotechnique K pour CAH, en disant que c'est le côté adjacent de l'angle divisé par H, l'hypoténuse. Et enfin, TOA, tangente opposée sur adjacent. Donc SOCA-TOA, c'est vraiment l'élément, on va dire, essentiel et pratique pour pouvoir retenir les trois fonctions trigonométriques. En ce qui concerne maintenant les masses volumiques, ces masses volumiques, comme vous le voyez là-dessus, moi je vous demande d'en retenir 4 par cœur, bien évidemment. D'abord, c'est l'acier, qu'on appelle l'acier doux, à une limite élastique de 220 newtons par millimètre carré. Sa masse volumique est aux alentours de 7850 kg par mètre cube. 1 mètre cube pèse aux alentours de 7,85 tonnes. Le béton armé, c'est aux alentours des 2400-2500. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, on prendra pour un béton armé la masse volumique de 2500 kg par mètre cube. Et enfin, pour un béton non armé, on prendra une moyenne comprise entre 1800 kg par mètre cube à 2200 kg par mètre cube. Qu'est-ce qui fait la différence entre béton armé et un béton non armé? On parle de béton armé quand dans le béton on retrouvera des armatures en acier. Béton non armé, il n'y a pas de présence de ces armatures dedans. L'eau, 1000 kg par mètre cube. Les autres, c'est à titre informatif. Les autres masses volumiques, sont à titre informatif. Vous le voyez ici en dessous la formule, donc on a la masse volumique qui porte la lettre grecque ρ, qui est la masse que prend cet élément par rapport à son volume, la masse volumique, et on peut avoir directement, en correspondance, en transformation de formule, soit uniquement la masse ou soit uniquement le volume. Retenir absolument par cœur l'unité qui est en kilo par mètre cube. Ensuite, vous avez ici les pentes, fruits et déclivités. Donc ça, en fait, on les utilisera énormément dans les calculs des centres de gravité des murs de soutènement et de l'application même de l'endroit de poussée sur mur de soutènement. Donc il est très important de comprendre ce qu'est la pente, un fruit et une déclivité. Alors ici, la déclivité, comme vous le voyez sur le schéma de droite, vous avez ici 60% de déclivité. Ça correspond à quoi? Il faut retenir ceci. Quand on parle de déclivité, on parle souvent d'abord de pourcentage. Pourquoi? Parce que chaque déclivité, le nombre qui est devant le pourcentage, donc ici 60, 60% de déclivité, ça veut dire qu'on avance de 100 unités horizontales et qu'on monte verticalement après de 60 unités verticales. C'est tout. Pas plus compliqué que ça.
Il y a après des moyens mémotechniques de retenir par rapport à ce schéma de déclivité en pourcent avec les longueurs L et H, L horizontale et H verticale, l'encadré qui est à droite. Donc vous devez absolument en retenir par cœur et bien comprendre l'entièreté des formules avec le schéma pour pouvoir vraiment passer d'une formule à l'autre en disant que la déclivité c'est la hauteur verticale fois 100 divisé par la longueur horizontale L. Et avec ça, on peut transformer bien évidemment les autres formules pour trouver L et H. Donc là, vous avez vraiment un panel complet général des formules pour retenir la notion de déclivité. Je suis à votre écoute pour l'entièreté des questions.